Juste, Christine, si tu veux, tu peux lancer l'enregistrement. Aujourd'hui, le webinaire correspond à la création d'entreprise et comment choisir le bon statut juridique. Donc, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Jean-Baptiste Reynaud. Je m'occupe du développement commercial pour la structure sur le département de l'Isère et je suis également spécifique. Dans le CERF France Isère, j'ai un rôle un peu spécial. J'accompagne notamment tous les créateurs dans les choix fiscal, économique, juridique. Donc voilà, les gens qui veulent créer une entreprise en Isère avec CERF France me rencontreront. Et c'est pour ça aussi que j'anime le webinaire aujourd'hui. CERF France, tout d'abord, c'est une entreprise qui est capable de vous accompagner, vous les futurs chefs d'entreprise, dans un accompagnement à 360 degrés. On a un accompagnement, on vous fait une proposition d'offre globale qui va de la comptabilité, qui est la porte d'entrée et l'expertise de l'entreprise, mais pas que. Aujourd'hui, on a aussi une équipe de social avec à peu près 10 salariés qui réalisent les contrats de travail et les fiches de paye. Nous avons également 3 personnes au service conseil marketing qui vont vous accompagner dans la réalisation d'un site internet ou dans des formations sur les réseaux sociaux. Le pôle création, reprise, transmission, dont je m'occupe également avec 2 autres de mes collègues. Le pôle juridique, où on a 11 juristes. Donc, leurs missions vont de la création en passant par la transformation, la liquidation aussi des sociétés. Et puis, le conseil, pilotage en entreprise, où là, ça va être le rôle des comptables conseils, des experts comptables, des conseillers qui vont vous accompagner sur des missions ponctuelles ou sur du conseil récurrent. CERF France, c'est aussi 11 agences sur le département qui vont de Villemorieux plus au nord à Villard-de-Lans, Autran, en tout cas le plus au sud, avec Lamure. Donc, vous verrez qu'il y a des agences qui sont à proximité immédiate, normalement, de votre lieu de domicile ou de travail. Je vais juste me permettre de faire un petit tour des intervenants aujourd'hui, en tout cas de vous, pour savoir est-ce que vous avez déjà des idées et des questions sur des statuts juridiques bien définis. On gagnera peut-être du temps et puis on pourra faire des points un peu plus précis dessus. Alors, je ne sais pas, on va prendre… Là, les micros sont désactivés si vous voulez les réactiver et puis peut-être vous présenter, me dire aussi ce que vous attendez du webinaire et s'il y a des statuts qui vous intéressent plus particulièrement. Voilà, n'hésitez pas, prenez la parole et puis on va faire ça à tour de rôle. Je ne sais pas, il y a Céline Delcourt, du coup, vous avez réactivé votre micro. Alors bonjour, je suis Céline Delcourt. Donc moi, je ne suis pas une porteuse de projet, je suis une salariée du réseau Initiative France, donc qui est partenaire, dont CERF France est partenaire. Donc voilà, donc c'était juste pour un petit peu de mise à jour, un petit peu de coup de frais, de voir si des choses bougent. Il n'y a pas de souci. Voilà. Parfait. Est-ce que du coup, il y a des porteurs de projets qui veulent se présenter et expliquer un petit peu s'ils ont des attentes particulières sur un régime ou un statut? Bonjour, je me présente Arif Echa. Actuellement, je suis salarié dans l'informatique, mais je voudrais me mettre à mon compte. Mm-hmm. Et en fait, j'ai déjà lu un peu toutes les statuts juridiques qui existent en unipersonnel, en individuel du coup. Et je suis un peu mitigé entre micro-entreprise, entreprise individuelle et où on m'avait dit aussi SASU, qui était choisi pour d'autres freelance. D'accord. C'est pour ça que je suis là en fait. Ok, et je ferai un petit point un peu sur la différence qu'on peut avoir avec les différentes sociétés commerciales et je vous expliquerai mon point de vue sur laquelle prendre et dans quel cas, parce que vous verrez que elles sont plutôt similaires, mais l'impact est quand même bien réel. Alors, quelqu'un n'entend pas. Hop,
c'est Nicolas qui n'entend pas. Les autres, vous m'entendez? Oui, oui. Alors, je ne sais pas, Nicolas, peut-être que vous avez alors votre micro éteint, mais peut-être mettez le son sur votre ordinateur, tout simplement. Je ne sais pas si… Voilà, faites-moi un petit bout de commentaire si du coup c'est bon pour vous, Nicolas. Est-ce que d'autres personnes porteuses de projets veulent se présenter, m'expliquer un petit peu les attentes? Bon, eh bien écoutez, dans quel cas on va avancer. Alors, on va aujourd'hui regarder plusieurs structures, hein, la micro, donc les entreprises individuelles, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle au réel, le URL, la SARL ou le URL, relevant à l'IR, relevant de l'IS, et idem pour la SAS ou la SASU. D'abord, la première question qu'il faut vous poser, c'est où est-ce que vous vous situez dans le process de création d'entreprise quand vous vous posez ces questions. Alors, la création d'une entreprise, ça se fait en 5 étapes. D'abord, c'est l'adéquation au projet, l'étude de marché, établir un prévisionnel et en parallèle, choisir un statut juridique ou en tout cas émettre plusieurs hypothèses sur le prévisionnel avec différents cadres juridiques pour pouvoir faire le bon choix. Et dans un second temps, à la fin, on regardera les aides qui seront possibles et atteignables pour pouvoir aider les créateurs dans le lancement de leur projet. Tout d'abord, quelle que soit l'activité exercée, ce qui est important, c'est de faire un choix entre l'entreprise individuelle d'un côté et la société. Société plutôt dite commerciale, ça va englober donc tout ce qui est activités commerciales, agricoles, industrielles, voire professions libérales. Il faut quand même faire attention à des activités qu'on appelle des activités réglementées, par exemple le débit de tabac. Le débit de tabac peut se faire sous 3 formes de structure uniquement. C'est soit le UI, soit le URL ou la SNC pour les formes sociétaires. Et pareil pour les professions libérales où ça va être des CEL ou des SCP. Tous les autres métiers, vous pouvez très bien les exercer soit sous une forme d'entreprise individuelle, au micro ou au réel, et idem en société. Alors, bonjour pour les 2 personnes qui viennent de nous rejoindre. Du coup, on a commencé un petit peu à avancer. Si vous avez des questions, vous pourrez, voilà, n'hésitez pas à me les poser à l'écrit, on les traitera. Simplement, Jean-Baptiste, on va demander à Nicolas si maintenant il nous entend. Oui, je vous entends, merci. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Nous, on vous entend aussi. Je vais juste me permettre de vous couper le micro et puis vous le remettrez peut-être si vous souhaitez intervenir. Comme ça, on évitera un petit peu les bruits parasites. Alors, la première des choses, c'est l'entreprise individuelle. Une entreprise individuelle, c'est une entreprise où l'entrepreneur, c'est une personne physique et il y a une unicité du patrimoine. Il faut savoir que la première vraie contrainte d'une entreprise individuelle, c'est que la responsabilité, elle est indéfinie au niveau des dettes. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité commune entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Vous avez une entreprise individuelle, cette entreprise est défaillante, vous n'arrivez plus à rembourser les dettes de l'État, les prêts bancaires et les dettes fournisseurs. Il faut savoir que vous allez d'abord perdre tous les biens que vous possédez au niveau professionnel et qu'ensuite, on peut jusqu'à venir saisir votre maison et la vendre aux enchères. Donc, il y a des activités sur lesquelles l'entreprise individuelle, en tout cas, n'est pas très cohérente, notamment quand il y a une ligne bancaire assez importante, un crédit bancaire à faire, quand on se lance dans des projets plutôt importants à financer, l'entreprise individuelle, je la déconseille. Il faudra mieux partir sur des sociétés commerciales dites à responsabilité limitée. Alors, vous pouvez toutefois protéger les biens immobiliers qui ne sont pas affectés donc, à l'activité professionnelle. Pour ça, il faudra aller chez le notaire et faire une déclaration d'insaisibilité. Alors attention, c'est bien, mais c'est très limité. Si demain, le banquier vous demande de vous porter caution ou de porter votre maison en hypothèque pour avoir le prêt professionnel, du coup,
cette déclaration n'a plus aucune valeur. Vous pouvez aussi opter à une petite nouveauté, c'est l'EURL, c'est-à-dire c'est le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Pareil, il faudra bien faire une déclaration au niveau patrimoine d'affectation où seuls les créanciers professionnels auront un droit sur ce gage. L'entreprise individuelle, c'est une entreprise où le régime fiscal est à l'IR, à l'impôt sur le revenu, que ce soit dans les catégories BIC ou BNC. Alors BIC, ça va être tout ce qui va être artisan, commerçant, prestataire de services. Et l'activité BNC, c'est tout ce qui va relever des métiers de l'intellect, dans lequel on va retrouver kiné, les professions libérales, le notaire, l'avocat, l'infirmière et le médecin. Le régime social de l'entrepreneur individuel, c'est le régime de la sécurité sociale des indépendants. Maintenant, c'est tout rattaché à l'URSSAF. Avant, c'était ce qu'on appelait le SSI ou le RSI. Donc, les cotisations correspondent à peu près à 44% du résultat imposable. Il n'est pas calculé par rapport à la rémunération que vous allez pouvoir avoir sur votre activité, mais bien sur le résultat. Il y a des options possibles pour le régime à la micro-entreprise ou pour le régime à l'impôt sur les sociétés. Alors, de plein droit, quand on crée une entreprise individuelle, on est au régime de la micro-entreprise, où on est auto-entrepreneur. C'est la même chose. Vous pouvez très bien opter à l'impôt sur le revenu au régime réel simplifié ou, plus tard, à l'impôt sur les sociétés, toujours en étant au régime en entreprise individuelle. Il y a des seuils à ne pas dépasser, on va les voir un petit peu plus loin. La micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle qui relève du régime fiscal de la micro, avec un micro social pour le paiement des cotisations. Alors, on est en micro si on ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d'affaires. Dans quel cas, le jour où vous dépasserez un des deux seuils, vous serez automatiquement au réel simplifié, donc vous ne serez plus en micro-entreprise. Il faut savoir que si vous êtes si vous faites de la prestation de service ou vous êtes une profession libérale, le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester au micro, il est de 72 600 et il est de 76 200 pour une activité de commerce ou de fourniture de logement. Si vous ne dépassez pas ces seuils, vous êtes de plein droit en micro-entreprise, mais vous pouvez très bien opter au régime du réel simplifié. Ça, ce n'est pas incompatible. Le régime fiscal, il est en franchise de TVA soumis à des dépassements de seuil, 35 000 € pour les prestataires de services, 70 000 € pour les activités de commerce. Et le régime social, c'est un régime, on l'a vu, qui est rattaché donc à l'URSSAF et le montant des charges et des cotisations sociales est calculé selon un taux qui est forfaitaire et qui est appliqué. Il est de 12,8% sur vos activités de commerce et de 22% sur l'activité de service ou de profession libérale. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me les poser. On va ensuite passer à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors là, on vient de voir les entreprises individuelles. On va basculer maintenant sur les sociétés dites commerciales. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport aux entreprises individuelles? Ou est-ce que du coup, la micro ou le réel, c'est plutôt quelque chose de clair pour vous? Vous pouvez ouvrir les micros, me poser les questions si vous souhaitez. Oui. Alors, excusez-moi, par rapport au réel, vous avez dit tout à l'heure, oui. Je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire en fait. Alors, quand vous êtes entrepreneur individuel, il y a deux régimes qui sont proposés. Le premier, c'est le régime de droit, quand on commence, c'est la micro-entreprise, ou ce qu'on appelle aussi l'auto-entrepreneur. Et si vous dépassez les seuils que j'avais, je vais peut-être revenir sur la diapo d'avant. Alors, hop, c'est pas là. Voilà. Si vous,
Alors, on va y arriver. Si vous dépassez les seuils de 72 600 € pour votre activité de prestation de service ou si vous dépassez le seuil de 176 000 € de chiffre d'affaires sur une année civile pour l'activité de commerce, à ce moment-là, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus rester en micro-entreprise, vous devez obligatoirement passer au réel simplifié. Vous serez toujours sur une entreprise individuelle, seulement la détermination du résultat ou votre assiette, votre base imposable et votre base au niveau de l'assiette des cotisations sociales n'est plus la même. Au micro, on est sur des pourcentages. Quand on passe au réel simplifié, on a une vraie comptabilité et là, c'est déterminé par un résultat. Quand vous êtes au micro-entreprise, si vous êtes prestataire en BIC, il faut savoir que vous avez un abattement automatique qui correspond à 50%. Donc, l'assiette au niveau de calcul des cotisations et l'assiette fiscale, c'est 50% de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes en BNC, c'est 66%. Si vous optez pour le réel, là, on va prendre en compte les dépenses. Donc, ça sera bien un calcul, recettes-dépenses, moins les amortissements, moins les cotisations, et on va arriver sur un résultat. Et c'est à partir de ce résultat que vous aurez des impôts à payer et des cotisations sociales. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour vous? Oui, c'est clair, merci. Voilà. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Vous avez le droit d'être au réel sans dépasser ces seuils-là. Dans quel cas, vous êtes une micro-entreprise qui opte au réel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois que vous avez fait les calculs, vous vous apercevez que le montant des charges engagées dans l'exécution du coup de votre métier correspond en fait à plus de 50% de votre chiffre d'affaires, tout simplement. Donc là, on va basculer sur les sociétés commerciales. Alors, on va commencer par l'EURL. L'EURL, c'est la petite sœur de la SARL. Donc, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la création d'une personne morale. Alors, la création d'une personne morale, il faut savoir qu'elle se fait automatiquement par une rédaction de statut juridique. Il faut savoir aussi que la société a un nom, une domiciliation, et elle doit disposer d'un minimum d'apports pour faire face aux premiers investissements. C'est ce qu'on appelle le capital social. Toutes les sociétés qu'on va regarder aujourd'hui, elles n'ont pas de capital minimum. C'est-à-dire que pour créer une société, que ce soit une SARL, une EURL, une SAS ou une SASU, il faut un capital minimum d'1 €. Maintenant, si vous allez à la banque avec 1 € en capital, je ne suis pas certain qu'ils vous accompagnent dans votre projet. Pourquoi? On vient de le voir, le capital, en fait, c'est une somme d'argent que vous allez devoir mettre sur le compte au démarrage de la structure. Ce montant-là, il va vous permettre de faire face à vos premières dépenses, au coût de la création, aux achats du stock. Voilà, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas une rentrée d'argent assez importante pour faire face aux dépenses, vous aurez besoin de piocher dans votre capital. Le URL, c'est ce qu'on appelle une société à responsabilité limitée à l'apport en capital social, sauf faute de gestion avérée. Alors, faute de gestion avérée, ça va être blanchiment d'argent, détournement. Donc voilà, on est quand même sur des fautes qui sont plutôt importantes. Responsabilité limitée aux apports en capital et en compte courant. Pourquoi? C'est-à-dire que demain, vous apportez 5 000 en compte courant, 5 000 en capital, la société devient défaillante, vous arrêtez la société, vous perdrez ces sommes-là. On n'ira pas chercher, sauf cas de faute de gestion avérée, votre maison ou les biens personnels. Donc, c'est plutôt une société qui est sécurisante lorsque pour pouvoir vous lancer, par exemple, quelqu'un qui se lance dans une chaîne de production, il a peut-être besoin de faire un prêt de 300 ou 400 000 €. Le risque est plutôt conséquent. Une société limitée aux apports, au pire, vous perdrez le montant que vous avez apporté en capital. On n'ira pas chercher votre maison. L'URL, c'est une société avec un associé unique. Cet associé peut très bien être une personne physique ou une personne morale. Le URL, de fait, c'est une société qui a l'impôt sur le revenu. Même si 99,99% du temps, les EURL sont des sociétés à l'IS. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une EURL elle a le droit de rester à l'impôt sur le revenu pendant 5 ans. La 6e année, elle basculera automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Et très souvent, l'impôt sur les sociétés est plus favorable puisque la société va avoir un impôt qui va être calculé sur une base de 15% et de 28% ensuite.
Voilà. Les 15%, c'est un taux réduit. Ce taux réduit, il est possible si vous libérez le capital intégralement dans la première année de l'activité de la société. Le régime social, c'est le régime de la sécurité sociale des indépendants. Aujourd'hui, c'est tout regroupé sur l'URSSAF. Et pareil, ça correspond à 44% du résultat imposable ou de votre rémunération si vous êtes à l'IS. Donc, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, c'est 44% du résultat imposable. Si le URL est à l'IS, à ce moment-là, c'est sur les rémunérations que vous prenez. En sachant qu'en URL, vous êtes gérant. EURL, SRL, gérant, non assimilé salarié. Il faut donc une tenue de comptabilité et un dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, donc du département dans lequel vous exercez, de manière annuelle. Sauf la première année, ou l'année de création, une société commerciale à responsabilité limitée, son exercice peut aller jusqu'à 23 mois. Ensuite, on sera sur des exercices au maximum de 12 mois. Pour les SARL ou l'URL, il faut bien penser aussi à avoir des retraites complémentaires, d'avoir des mutuelles complémentaires. Vous n'avez vraiment pas un statut de salarié, d'assimilé salarié. Donc, il faut bien faire une prévoyance santé, notamment à côté. Vous n'avez aucune couverture, hormis du coup, la sécurité sociale des indépendants. La SARL, c'est la grande sœur de l'EURL. On est exactement dans la même typologie de société. La seule différence, c'est que là, vous n'êtes plus unique associé, vous êtes deux. Deux associés minimum, toujours une responsabilité limitée aux apports, toujours le choix entre l'IS et l'IR, en sachant que par contre, là, cette fois, une SARL à multiples associés, vous êtes automatiquement à l'IS, avec une option possible à l'IR. Il faut savoir que dans ces deux structures, quand vous optez, les choix aujourd'hui sont irrémédiables. Quand on opte, on opte. Si vous êtes en EURL que vous optez à l'IS, vous n'aurez pas le droit de rebrousser chemin et redevenir à l'IR. Alors, les bruits qu'on a en ce moment, c'est que le gouvernement est en train d'étudier un possible retour sur les choix. Voilà. C'est des bruits qui courent depuis une dizaine d'années. Ça n'a jamais été encore voté et approuvé par un gouvernement. Donc, dans le futur, peut-être que ça sera possible. Aujourd'hui, en tout cas, ça ne l'est pas. Le régime social, si vous êtes gérant majoritaire, c'est l'URSSAF. Si vous êtes gérant minoritaire, là, par contre, vous serez au régime général. Donc, vous aurez un régime social qui sera assimilé à un régime des salariés. La comptabilité est toujours obligatoire, avec un dépôt des comptes et un procédé d'assemblée générale au greffe du tribunal de commerce. On va passer maintenant sur une autre société commerciale, c'est la cousine un petit peu de la SARL, c'est la SAS. La SAS, toujours pareil, création d'une personne morale, rédaction des statuts. Le capital, il est librement fixé par les associés. Il y a une possibilité, et ça c'est important dans la SAS, de dissocier les droits de vote au nombre de parts détenues. C'est-à-dire que dans cette société, on pourra donner une importance plus sur des droits de vote que de rémunération et vice-versa. C'est une responsabilité qui, comme pour la SARL, est limitée aux apports, sauf faute de gestion. Le nombre d'associés minimum, il est de 1. Si c'est 1, dans ce cas-là, ça ne s'appellera plus une SAS, mais une SASU. Et il n'y a pas de nombre d'associés maximum. Le régime de base au niveau fiscal, c'est l'impôt sur les sociétés, avec une option possible à l'impôt sur les revenus. Le régime fiscal, là, il est très différent. Le président est assimilé salarié et relève du régime général de la sécurité sociale. Les charges sociales, elles sont beaucoup plus importantes puisqu'elles correspondent à 82% de la rémunération nette. Toujours pareil, obligation de tenir une comptabilité et également une obligation du dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce. La petite sœur de la SAS, c'est la SASU, c'est-à-dire que c'est une SAS à associé unique. La seule chose qui va changer, c'est que du coup, vous êtes tout seul, il n'y a pas plusieurs associés, toujours responsabilité limitée aux apports, toujours deux droits à l'IS, toujours
le même régime social et toujours les mêmes obligations en termes de tenue de comptabilité, de dépôt des comptes et de l'Assemblée générale. Alors, il y a quand même une vraie différence. Je vais vous donner ma vision des choses par rapport à la SARL, EURL, SAS, SASU. Aujourd'hui, beaucoup de personnes poussent les entrepreneurs à partir sur une SAS ou une SASU. Je ne partage pas du tout cet avis-là. Il faut vraiment étudier ça au cas par cas. Tout d'abord, la première chose, ça va être l'âge que vous avez. Aujourd'hui, si vous avez 25 ans et que vous créez une société commerciale, sauf si vous êtes salarié et que cette société, vous ne prendrez pas de rémunération dessus, mais que des dividendes, je ne vois pas bien l'intérêt de partir dans une société SAS, puisque de toute façon, vous n'avez pas un historique de carrière longue avec des cotisations au régime général de la sécurité sociale. Autant partir sur une URL qui sera moins onéreuse au niveau des cotisations sociales. À vous, après, de vous prendre des prévoyances, des mutuelles, pour justement pouvoir vous couvrir. En sachant que l'une ou l'autre, même si vous avez dans la SAS un statut d'assimilé salarié, vous ne cotisez pas au chômage. Vous avez bien la couverture régime général de la sécurité sociale si vous avez un statut d'assimilé salarié, mais vous ne cotisez pas au chômage. La SAS, c'est beaucoup plus onéreux puisque vous êtes assimilé au statut des régimes de la sécurité sociale, vous avez le statut d'assimilé salarié, donc vous avez toutes les cotisations patronales qui vont avec. Vous avez certes une couverture. Ça, c'est une société que je préconise dans deux cas, soit des personnes qui ont, on va dire, la majorité du temps été salariées au régime de la sécurité sociale, qui ont un certain âge et qui vont finir leur carrière professionnelle sous ce régime-là. Je les encourage, comme ça, ils n'auront aucune caisse de retraite. Ils n'auront pas cotisé à plusieurs. Et puis après, ça va être une société que j'encourage aussi. Si une personne a plusieurs sociétés ou a une autre activité en parallèle, et que finalement, elle ne prendra que des dividendes. Il faut savoir que si c'est juste pour prendre des dividendes, la SASU ou la SAS, c'est la structure qui est la moins taxée sur la prise des dividendes. Donc, si vous souhaitez une rémunération, que vous êtes jeune, je vous encourage à faire une EURL et une SARL. Si vous avez déjà une carrière au régime général et que vous avez cotisé pendant de nombreuses années dessus, voilà, en gros, vous avez plus de 50 ans, la question se pose pour la SAS et la SASU. Pareil, je vous encourage à prendre une SASU si, du coup, vous souhaitez juste prendre des dividendes et que votre source de revenus, c'est une autre activité ou une autre société. Il faut savoir que la SAS, elle est aussi plus onéreuse parce que vu que vous avez un statut d'assimilé salarié, le cabinet d'expertise comptable vous fera aussi des bulletins de paye. Ce qui n'est pas le cas dans la SARL ou l'URL où la rémunération, là, est fixée par une assemblée générale. Parce que vous avez des petites questions, même des grandes, il n'y a pas de souci. Pas de questions. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a aucune structure qui est parfaite. Il y aura toujours des points positifs et des points négatifs, des avantages et des inconvénients. Ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'un métier aujourd'hui où finalement le risque est très faible, l'entreprise individuelle peut très bien correspondre. Vous avez un projet où le risque est élevé, où il y a derrière de besoins de financement importants, certainement que les entreprises à responsabilité limitée, à seul ou à plusieurs, sont plus adaptées. Selon l'âge, selon ce que vous souhaitez prendre comme rémunération ou pas, pareil. Est-ce que vous avez intérêt de partir sur une URL, sur une SASU, sur une SARL ou une SAS? Le petit tableau, vous aurez tout ça. On vous enverra sous format PDF. Vous l'aurez également. C'est un petit bilan. C'est de savoir, du coup, notamment au niveau de la responsabilité, quelle structure juridique vous donne une responsabilité illimitée ou limitée aux apports. Bon, concrètement, entreprise individuelle, responsabilité illimitée. Toutes les autres, vous basculez dans une responsabilité limitée aux apports, sauf grave de gestion. Il faut savoir qu'une entreprise individuelle, c'est automatiquement une personne physique. EURL, SAS, SASU ou SARL, on est sur une personne physique et ou morale.
On peut très bien avoir une SAS avec un associé personne physique ou personne morale, idem pour la SASU. Le régime du micro, on le retrouvera soit pour le URL, soit pour l'entreprise individuelle, sauf si vous dépassez les seuils, dans quel cas vous passerez sur une entreprise individuelle dite classique au réel simplifié, donc plus de régime microfiscal, et le régime microfiscal, il n'existe pas dans les sociétés commerciales. La fiscalité à l'IR, elle est possible, et elle est même automatique pour les entreprises individuelles. Pour le URL, elle ne l'est plus pour les autres structures. C'est une option, mais cette option-là, elle est valable 5 ans, et après, de fait, vous êtes à l'IS. La TVA. La TVA, c'est encore autre chose, c'est une franchise qui est possible sous certaines conditions. Il faut savoir que c'est des conditions de dépassement de seuil. On les a vues, 35 000 € ou 70 000. 35 000 pour les professions libérales, les prestataires de services, 70 000 pour les activités qui font de l'achat et revente, donc hors prestation de services. Au niveau social, entreprise individuelle, quelle que soit votre forme, hein, votre régime fiscal, le URL et le URL, ainsi que la SRL pour les gérants majoritaires, on est sous le régime TNS, travailleurs non salariés. Pour ceux pour qui ça parle plus, anciennement le RSI. La SASU et la SAS, vous êtes, et donc pour les gérants minoritaires de SARL, vous aurez le statut d'assimilé salarié. Donc, caisse la sécurité sociale, hein, du régime général. Le microsocial, il est possible, de fait, quand vous êtes en entreprise individuelle, au régime de la micro, ou en EURL, au régime de la micro. Pour le reste, ce n'est plus possible. Vous cotiserez soit par rapport aux résultats, soit par rapport à vos rémunérations. Est-ce que ce tableau est clair pour vous? Est-ce que vous avez encore des points d'interrogation? Non, il ne faut pas hésiter, hein. Vous pouvez prendre la parole. Oui. Par rapport au TVA que vous avez mentionné tout à l'heure pour les micro-entreprises, oui. Est-ce que ça veut dire que avant les 35 cas, il n'y a pas de TVA que sur la facture que je donne aux clients, c'est ça, ou comment ça se passe? 35 000, c'est parce que du coup, vous allez plutôt dans la prestation de service? Oui, c'est bien ça. Donc, alors, il faut savoir que 35 000, c'est le seuil maximum du chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Il y a un seuil avant de tolérance à 32 500, c'est-à-dire que si pendant 2 ans de suite, vous dépassez 32 500, la 3e année, vous êtes automatiquement soumis à TVA. Par contre, si dès la première année ou n'importe quand dans l'année, vous dépassez 35 000, le lendemain, vous n'attendez pas le 1er janvier de l'année suivante, c'est-à-dire que le lendemain du dépassement de ce seuil-là, vous êtes assujetti à TVA. Donc, pour répondre à votre question, oui, de 0 à 35 000, vous n'êtes pas obligé de mettre de la TVA sur vos factures de prestations. Par contre, vous avez le droit d'opter au régime de la TVA, même si vous ne dépassez pas ces seuils. Je vais vous donner un cas très particulier. Si vous achetez du matériel à 20% et que vous le refacturez à 10%, vous avez très certainement intérêt d'opter à la TVA. Par contre, si vous achetez à 20 et que vous facturez à 20, bon, je vous souhaite de mieux vendre, d'avoir un chiffre d'affaires plus important que le montant de vos charges. Dans quel cas, vous aurez peut-être tout intérêt à attendre le dépassement du seuil. Il y a une petite stratégie commerciale aussi qui a à voir par rapport au dépassement du seuil de la TVA. Il faut savoir que si votre marché, hein, si vos clients sont professionnels, eux, que vous soyez donc en franchise de TVA ou que vous passez à la TVA, il n'y aura aucune incidence pour eux parce que la TVA, ils vont la déduire. Par contre, si aujourd'hui, votre clientèle, c'est une clientèle de particuliers, il faut savoir que le jour où vous passez à la TVA, ils auront une augmentation du taux de la TVA. Donc, si votre TVA est à 20, ben voilà, une prestation que vous vendez 100 €, demain, si vous ne voulez pas perdre de votre marge, vous serez obligé de la facturer 120. Donc après, il y a quand même aussi
une stratégie à adopter pour ne pas perdre cette clientèle de particuliers. J'ai répondu à votre question? Oui. Merci. Donc, la première question qu'il faudra bien vous poser avant, et c'est une question qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est est-ce que vous souhaitez vous associer ou pas? Ce n'est pas parce qu'on s'associe avec un membre de sa famille ou avec son meilleur ami que ça se passera toujours bien. Il faut vraiment peser le pour et le contre de l'association, bien discuter, voir si on a la même vision entrepreneuriale, c'est important. Après, c'est savoir le fonctionnement. L'entreprise individuelle, c'est un fonctionnement qui est très simple. D'autant plus si on est sur le régime de la micro, où là, la tenue comptable n'est pas obligatoire. L'entreprise sociétaire, là, il y a un formalisme qui est quand même à observer. Et ensuite, il faut savoir que quand vous êtes plusieurs dans une société, les décisions, elles se prennent de manière collégiale. C'est-à-dire qu'il faut l'autorisation des salariés, des autres associés. Le fait de créer une entreprise sociétaire, ça a aussi un coût. Ça a le coût de la création, mais aussi un coût qui est lié au fonctionnement. Il y a le coût de la création, de la structure, et puis après, il y a le coût récurrent, notamment pour les AGO, les AGE, donc les assemblées générales. Une comptabilité pour une structure sociétaire, c'est une comptabilité qui va être de suite un petit peu plus chère qu'une comptabilité pour une entreprise individuelle. Le régime fiscal, c'est de savoir est-ce qu'on reste à l'IR, est-ce qu'on bascule à l'IS. Voilà, tout ça, on est en capacité de vous accompagner lors de la réalisation du prévisionnel. C'est pour ça qu'on est présent bien en amont. Dès la naissance de votre projet, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. On va vous conseiller et le prévisionnel validera ces choix-là. Le régime social, c'est pareil. Est-ce qu'on se rapproche du statut du travailleur non salarié, du TNS, ou celui d'assimilé salarié? Dans quel cas, du coup, vous êtes plus sur une SAS, une SASU ou une SRL en étant gérant minoritaire. La question qu'il faut se poser, c'est voir un petit peu plus loin. C'est d'abord, aujourd'hui, je suis seul, mais est-ce que demain, j'ai envie de m'associer? Ou alors, parce qu'aujourd'hui, je suis seul, demain, je serai peut-être, mais du coup, je ne vais pas m'associer, j'embaucherai quelqu'un. Et après, c'est aujourd'hui, je crée sans investir. Ça peut être notamment le cas pour des professions libérales, où finalement, leur prestation, c'est plus lié à de l'intellect. Demain, si l'entreprise investit, quelles vont être les conséquences? Si je suis un entrepreneur en entreprise individuelle, si demain j'investis, la banque regardera aussi l'état de mes finances personnelles, de mon patrimoine privé, vu que le patrimoine pro et perso est commun. Par contre, si demain j'ai une société commerciale, là on regardera uniquement les résultats et les bilans de cette dernière. Et ensuite, il y a un point qui est quand même à ne pas négliger, c'est le Pôle emploi. Aujourd'hui, il y a à peu près 90% des créateurs d'entreprises qui sont à Pôle emploi, qui avaient un statut de salarié, qui arrêtent leur activité salariée pour se lancer. Il y a deux cas. Soit vous avez un maintien des ARE, au droit à Pôle emploi, qui peuvent aller sur 2 ans. Il faut savoir que si vous êtes entrepreneur individuel, vous aurez donc en entreprise individuelle un maintien des ARE qu'on appelle provisoire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas 100% de vos allocations chômage, vous en aurez 70%. Et chaque année, l'expert comptable ou vous-même, si vous êtes au micro, vous devrez faire une déclaration de votre résultat ou de votre chiffre d'affaires à Pôle emploi pour qu'il fasse la différence entre les montants que vous avez perçus et les montants que vous auriez eu le droit à percevoir selon le résultat. Si vous faites beaucoup de résultats rapidement, il faut savoir que le Pôle emploi est en droit de vous rappeler les ARE qui vous ont versé durant cette période. Donc, toujours pareil, quelqu'un qui a besoin de son chômage pour pouvoir se lancer dans son projet professionnel, certainement qu'une société commerciale sera plus à même de l'accompagner, puisque une simple attestation d'un expert comptable sur une attestation de non-rémunération pourra faire que vous pourrez avoir un maintien des ARE à 100% le temps
de le temps de votre chômage. Pareil, si demain, vous avez à prendre une petite rémunération sur votre société, il faut savoir que vous ne perdrez pas les ARE total. Si vous avez un droit au chômage de 1 500 €, que vous prenez une rémunération de 500 €, Pôle emploi vous complétera encore les 1 000 € et les 500 €, ça prorogera, ça va prolonger votre durée de cotisation au chômage. Pôle emploi vous propose aussi l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. L'ARS, c'est 47% de vos droits au chômage, c'est-à-dire que vous perdez en quelque sorte 53% de vos droits au chômage, sauf si vous avez une défaillance dans les 3 premières années de la vie de l'entreprise, dans quel cas vous pourrez rebasculer au chômage avec les 53% restants. L'ARS, il est versé en 2 fois 50%. 50% la création, 50% au bout de 6 mois de la vie de votre entreprise. Ça peut servir de capital au démarrage de votre structure. Ça peut être aussi un mode de financement. Par contre, ça veut dire que si vous prenez l'ARS et que vous l'investissez dans la société, il faut savoir que du coup, vous aurez peut-être, soit vous avez la capacité de ne pas prendre de rémunération, soit ça veut dire que vous allez mettre une pression financière d'entrée à l'entreprise ou à la société, puisque vous aurez besoin de prendre une rémunération pour vivre. Il y a des sites qui sont là pour vous aider. BPI France Création, c'est tout ce qui va être, ils vont se porter caution et garant pour vous. Ça a un coût, mais les banques peuvent vous le demander. Et puis ensuite, il y a des sites de partenaires, comme le CERF France, allez voir, vous aurez des articles, vous pourrez nous contacter, prendre rendez-vous également pour qu'on puisse se rencontrer. Chez CERF France, on a créé un petit moment qu'on appelle l'Instacréa. C'est un moment qui est destiné aux créateurs d'entreprises. Là, on va vous aider à trouver les financements, réaliser le prévisionnel, vous accompagner au niveau des banques, choisir du coup le meilleur statut fiscal et social. Pour ça, on va avoir aussi des rendez-vous qu'on pourra avoir en duo. Avoir un rendez-vous avec des interlocuteurs juridiques, du conseil et comptable. Vous y matriculez, si demain vous avez besoin de créer votre société. Et puis, dans le prévisionnel, c'est aussi savoir où je vais, c'est-à-dire qu'un prévisionnel aujourd'hui, nous, on va le réaliser sur 3 ans, économique et un prévisionnel de trésorerie. Donc, pendant 3 ans, vous aurez finalement un fil conducteur où vous pourrez à chaque fois aller voir si vous êtes bien dans les clous. Donc, Instacréa, voilà, c'est ça, c'est 1h30 de rendez-vous gratuit pour pouvoir vous aider à choisir le statut juridique, le régime fiscal, quelles seront vos obligations comptables pour démarrer, comment bâtir votre prévisionnel et adapter aussi une stratégie commerciale. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. On est là pour répondre à vos questions et à vous accompagner au mieux dans les premières étapes. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est très clair pour vous? Ça peut être une masse d'informations qui est plutôt conséquente. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Vous avez mes coordonnées en début de slide. On vous les refera passer à travers un mail. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec. Là, aujourd'hui, on a vu une vue d'ensemble un petit peu large des structures de l'entreprise individuelle, de plusieurs formes, donc 4 formes de sociétés commerciales. Après, chaque porteur de projet, on verra que des gens, l'entreprise individuelle, ça ne sera pas réalisable, en tout cas, ce ne sera pas la bonne structure. À l'inverse, d'autres, ça le sera. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, à me les poser maintenant ou en tout cas à me faire un mail ou à m'appeler pour qu'on puisse y répondre. Les porteurs de projet, vous n'avez pas du tout de questions ou même, j'ai vu, voilà, les personnes d'initiative, des conseillers. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Monsieur Arifetra, du coup, c'est tout bon pour vous? Oui, c'est tout bon. J'ai eu toutes mes réponses pendant le slide. Typiquement pour vous, jusqu'à 35 000 € si votre clientèle, c'est une clientèle de particulier, la franchise de TVA n'a aucun impact, vu que vous allez être dans la prestation de service.
vous achetez à 20, vous revendez à 20, voilà. Le temps que vous pouvez rester en franchise de TVA, je vous le conseille. Le jour où, par contre, vous dépassez les seuils de 35 000, faire attention, du coup, après, au coût tarifaire que vous pourrez imputer aux particuliers, en sachant que les pros, il n'y a pas de souci. Ok. Pour le moment, c'est plus pour des professionnels, pour des sociétés, ma cible, mais c'est pour ça que j'avais demandé ça. D'accord. Mais du coup, le TVA que je vais refacturer, ça rentrera dans mon chiffre d'affaires du coup. Vous ne refacturerez pas de TVA. Tant que vous êtes en franchise, vous ne refacturerez rien du tout. Oui. Mais après, si mon chiffre d'affaires dépasse les 35 000, oui. Les 20% en service, non. Les 20% en service rentreront dans mon… Non. Votre chiffre d'affaires, il faut différencier deux choses. Ce qu'on va regarder comptablement et fiscalement, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. D'accord? Ok, oui. Le TTC, non. Puisque de toute façon, la différence entre le hors taxe et le TTC, c'est la TVA. Et que si vous avez 0 TVA déductible, qui correspond à TVA sur les charges, ce montant-là, vous allez devoir le reverser à l'État. Ok, oui. C'est clair alors. Après, voilà, la vraie question qu'il faut se poser quand vous avez un projet d'entreprise, c'est de savoir si vous allez avoir besoin d'investissement. Est-ce que vous allez avoir besoin de financement? Quelle est votre situation personnelle? Vraiment, voilà, si demain vous avez besoin d'investir 40 ou 50 000 euros et que c'est une activité qui est un peu risquée, l'entreprise individuelle, je vous la déconseille. Même en EURL, partez sur une EURL ou une SASU. Ouais. En fait, pour l'activité que je pense faire, en fait, c'est du prestation de service pour des sociétés informatiques. Mm-hmm. Et la plupart du temps, de ce que j'ai vu sur Grenoble, c'est que je serai sur site de la société. Et donc, il n'y aura pas vraiment de dépenses, à part mes frais de déplacement et les repas. Alors, ça c'est pareil. Dans l'étude de votre futur projet, il y a deux choses. Alors, ça, on en discutera peut-être une prochaine fois. C'est quelle est votre situation personnelle, marié, des enfants, est-ce que vous êtes imposable un petit peu, beaucoup? Parce que ça, c'est pareil. Est-ce que du coup, si vous êtes tout le temps en déplacement, est-ce que vous n'avez pas intérêt de passer au réel pour opter aux indemnités kilométriques? Certainement, peut-être. Faut savoir que toutes les charges, quand vous êtes en micro-entreprise, on n'en tient pas compte, puisque de toute façon, l'assiette imposable ou de calcul des cotisations, c'est un pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut, c'est regarder et faire une simulation, regarder toutes les dépenses qui vont être mises en place pour pouvoir exercer votre activité et voir en mettant en plus les indemnités kilométriques, c'est-à-dire que vous allez de chez vous au lieu d'exercice professionnel chez le client avec votre véhicule personnel. Et tout ça, c'est des charges qu'on va pouvoir imputer à l'entreprise. Donc, voir si en mettant tout bout à bout, si vous êtes imposable, est-ce que vous n'avez pas intérêt, par exemple, d'opter au réel, d'avoir un résultat plus faible, voire peut-être même déficitaire, et en plus, pourquoi pas d'opter à une réduction d'impôt, vu que vous ne dépassez pas les seuils de 70 000, parce que vous adhérez à un centre de gestion. Tout ça, voilà, c'est des questions qu'il faudra peut-être aborder plus tard, oui. Mais faut en tenir compte. Oui, je vais mettre tout ça au clair et je vais vous recontacter du coup. Avec plaisir. Et merci beaucoup, c'était très clair comme présentation. Voilà. Après, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Catherine, Philippe, c'est tout bon pour vous? Elle est partie. Et Philomène, est-ce que vous avez des questions? Non plus. Bon. Eh bien, écoutez, je vais mettre fin du coup au webinaire. Merci pour votre présence et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous recontacter. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.